Bonsoir à tous. Visiblement, ça fonctionne. Ah ben, il y a du monde. C'est cool. On est très heureux d'être avec vous ce soir, évidemment, pour, je crois que c'est les deuxièmes causeries d'Emmaüs Mundo de cette saison du marché off. Ça fait quelques années maintenant qu'on organise les grands entretiens d'Emmaüs Mundo, les échanges, les causeries, c'est comme ça qu'on les a appelés. L'année prochaine, ça s'appellera peut-être autrement. On avait organisé ça en particulier il y a 2 ans, puisque en pleine crise sanitaire, le marché off n'a pas pu se tenir, le marché de Noël de Strasbourg. Donc on avait accueilli le Media Lab du marché off dans les locaux d'Emmaüs Mundo. Edoui Plenel nous avait déjà fait le plaisir de sa présence, non pas en présentiel, mais en distanciel. On avait échangé sur un certain nombre de sujets. Et donc, à nouveau, cette année, j'ai le plaisir d'accueillir Edoui pour un échange. On va avoir un petit peu de temps. On va essayer d'échanger aussi avec la salle. C'est les causeries d'Emmaüs Mundo, mais ce n'est pas seulement Edoui et moi-même qui allons causer. C'est vous aussi, donc vous n'hésitez pas à réagir aussi. Je vous vois pas très bien avec la lumière, mais vous n'hésitez pas à lever la main, à appeler si vous avez envie de réagir tout au long de cet échange. Évidemment, c'est une causerie collective, n'est-ce pas ? Edoui Plenel nous fait le plaisir de sa présence ce soir. Pourquoi Edoui ? Pourquoi Mediapart ? Nous sommes des acteurs de la société civile, le marché de l'économie sociale et solidaire. Il y a un certain nombre, on n'a pas eu le temps là encore de faire le tour, on va faire le tour tout à l'heure. On est des acteurs de la société civile, on vise aussi une autre économie, on vise une autre société plus juste, plus écologique, plus égalitaire. On a besoin aussi d'une information indépendante, une information engagée, et je crois que Mediapart est un de ces trop rares médias engagés, indépendants. Et je vais peut-être proposer, déjà pour démarrer, de demander à Edoui de présenter peut-être un peu l'histoire de Mediapart, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui... Alors tiens, je vais faire un petit sondage. J'aime bien commencer les entretiens en général par des sondages. En général, je demande si vous connaissez Emmaüs et si vous connaissez Emmaüs Mundo en particulier. Mais là, je vais demander si vous connaissez, qui d'entre vous lit des articles plus ou moins régulièrement sur Mediapart ? Ah oui, quand même. Voilà, donc, mais quand même, il y a peut-être des mains qui ne se sont pas levées, je n'ai pas vu tout le monde. Peut-être te proposer de te présenter, de présenter Mediapart, un peu l'histoire. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, un petit mot de fraternité et de solidarité, parce que si je suis là à l'invitation de Thierry Kuhn et de l'équipe d'Emmaüs Mundo, invitation lancée en septembre, là, quand j'étais venu dans le siège du Parlement européen présenter, on en parlera peut-être, un livre autour de ce qui nous est arrivé cette année avec la guerre d'invasion en Ukraine. Si j'ai accepté, c'est parce qu'on est des compagnons, comme on dit chez Emmaüs, compagnons, qui, depuis que Mediapart existe, ça va faire 15 ans, en mars prochain. Alors pourquoi on chemine ensemble ? C'est parce que Mediapart est né d'une remise en cause. Les journalistes qui ont créé Mediapart et toute l'équipe qui a rejoint dans une diversité de générations sont venus dans l'idée que le journalisme devait regagner la confiance du public, qu'il n'était pas au-dessus des lecteurs, qu'il devait être dans la société et qu'il devait montrer que son travail, ce n'est pas un privilège professionnel, c'est un droit des citoyens. Donc il est responsable devant les citoyens. Il est au service des citoyennes et des citoyens. Alors pourquoi à ce service ? Parce que derrière notre travail, qui est sous le regard de tout le monde, donc chacun peut le juger ou le critiquer ou le discuter, il y a un droit fondamental. Et je voudrais juste m'arrêter là-dessus parce que cette question dans notre période de qu'est-ce que c'est qu'un droit fondamental ? C'est quelque chose qui préexiste à tout ce qui fait les débats politiques traditionnels.
Un droit fondamental, c'est avant qu'il y ait des institutions, c'est avant qu'il y ait le droit de vote, avant qu'il y ait un gouvernement, avant qu'il y ait une république. C'est les droits humains fondamentaux et qui découlent de ce droit premier qui est l'égalité, l'égalité naturelle. Nous naissons libres et égaux en droit et en dignité, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, et ainsi de suite. Et quels droits fondamentaux en découlent? Eh bien, ce que nous faisons ce soir, le droit de s'assembler, le droit d'exprimer des opinions, de réfléchir ensemble, et un droit au service duquel sont les journalistes, qui est le droit de savoir. Parce que pour réfléchir à ce qui nous arrive, pour frayer un chemin ensemble, il faut qu'on soit un peu au courant. Il ne faut pas qu'on se raconte des histoires, il faut qu'on sache ce qui se passe dans le présent. Et puis le présent est souvent déterminé par le passé. C'est un certain rapport à la réalité, à des vérités de fait, à des vérités factuelles qui nous permet de ne pas être dans les nuages, mais de comprendre ce qui nous arrive pour pouvoir ensemble en tirer des conclusions. En d'autres termes, des droits fondamentaux, c'est ce qui nous permet d'inventer d'autres droits, de créer des droits, de s'assembler, de discuter, de réfléchir, de s'informer et du coup de dire il nous faudrait ça. On va en parler ce soir. Je pense qu'on parlera, de ce qui se passe sur les lois sur les squatteurs, le droit au logement. Je pense qu'on parlera des débats récurrents sur l'immigration, le droit de se déplacer, de ne pas être assigné à résidence, le droit à une dignité dans sa vie quotidienne, le droit à ne pas être violenté, les violences et les discriminations, et ainsi de suite. C'est cette question des droits. Et pourquoi j'insiste sur notre métier, c'est qu'il est au cœur d'un droit essentiel. Et pour moi, quand je dis des droits fondamentaux, c'est comme les piliers de la table. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une table, il faut qu'il y ait des piliers. Pour qu'il y ait un plateau, il faut qu'il y ait des piliers. Alors, c'est quoi le droit au service duquel sont les journalistes? Je l'appelle, moi, le droit de savoir. Savoir tout ce qui est d'intérêt public. Il n'y a pas de propriétaire de ce qui est d'intérêt public, sinon le public lui-même. C'est pour ça que souvent notre travail affronte des barrières qu'on essaye de nous imposer. On nous dit ça c'est secret défense, ça c'est le secret des affaires. Parfois même on invoque indûment un secret de la vie privée, alors que ce que nous révélons montre des affaires d'intérêt public. Et je vous ai dit, tout ça, le passé et le présent sont liés. Au moment du premier confinement, j'ai sorti un petit livre qui réhabilitait une phrase oubliée. Et c'est intéressant qu'elle ait été oubliée, y compris chez les historiens, dans les débats politiques français. 15 jours avant la proclamation à l'Assemblée, la première Assemblée nationale, de la Déclaration des droits de l'homme, la première, 15 jours avant, donc le 13 août 1789, le premier maire de Paris, qui est un homme oublié, qui était à l'époque très très populaire, un homme de transition, une personne de l'Ancien Régime passé dans la Révolution, qui s'appelait Jean-Sylvain Bailly, un honnête homme, pas un radical échevelé, du coup il passera sous la guillotine plus tard dans les mouvements de la Révolution française. Et cet homme avait été le premier président du tiers-État, le premier président de l'Assemblée nationale, et il était, après le 14 juillet, la prise de la Bastille, on était venu le chercher parce que c'était la tempête et puis tout le monde s'inquiétait pour tenir Paris. Donc il est devenu le premier maire de Paris. Et le 13 juillet 1789, il fait une proclamation qu'il fait afficher sur tous les murs de Paris, qui dit notamment ceci: la publicité est la sauvegarde du peuple. Alors, rien à voir avec la publicité d'aujourd'hui. Ce n'est pas la publicité marchande, commerciale. C'est rendre public ce qui est d'intérêt public. La publicité est la sauvegarde du peuple. Pour que le peuple fasse son chemin,
il faut qu'ils sachent. Il n'y avait pas de république à l'époque. Il n'y avait pas de droit de vote. Il n'y avait pas d'institution démocratique. Il n'y avait aucun des droits futurs dont nous oublions combien il a fallu les conquérir. Cette formule sera à la une comme un exergue des premiers journaux révolutionnaires à l'automne 1789. Elle sera sur les médailles des colporteurs de journaux. La publicité et la sauvegarde du peuple. On va la retrouver tellement elle va faire son chemin. Si vous allez en Belgique, dans une île très sinistrée aujourd'hui du sud de la Belgique, enfin du sud-est de la Belgique, Verviers, l'hôtel de ville de Verviers, là où chez nous il y a liberté, égalité, fraternité, il y a publicité, sauvegarde du peuple. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Pas seulement parce que c'est ce que nous devons faire, rendre public ce qui est d'intérêt public, mais l'histoire de cette proclamation rejoint ce que fait Emmaüs tous les jours. C'est une proclamation à propos, à l'époque, de la denrée de base, c'est-à-dire le pain. Il y avait une très mauvaise saison et il y avait, pas tout à fait la famine, mais de la disette à Paris. À l'été 89, le pain manquait, à tel point qu'il y aura des émeutes et il y aura même le lynchage d'un boulanger qui cachait son pain. Il y avait une colère parce que les gens commençaient à avoir faim de cette denrée élémentaire, denrée de base, le pain, dans une ville très populaire à l'époque. Et il y avait quoi? Eh bien, il y avait des gens qui spéculaient. Des gens qui spéculaient pour s'enrichir des gens. Qui spéculaient entre le blé, la farine au moulin et le pain chez le boulanger. Et la proclamation où il y a cette phrase, comme dit Bailly, la publicité et la sauvegarde du peuple, c'était pour obliger, proclamer que toutes les transactions devaient être publiques. On ne pouvait plus spéculer sur le prix du blé, le prix de la farine, le prix du pain. Il fallait tout rendre public, que tout soit public. On ne pouvait pas s'abriter derrière quoi? Le secret des affaires qu'on nous oppose aujourd'hui. Quand il y a... J'étais hier à la projection d'un film que je vous invite vraiment à aller voir, qui est sorti, qu'on soutient Mediapart, et donc c'était une soirée débat avec le réalisateur Yannick Kergoat. C'est un film, il est un peu long, mais vous vous ennuierez pas parce qu'il est très pédagogique, très drôle aussi, et ça s'appelle La, parenthèse, très grande évasion. La très grande évasion. Et c'est un film sur l'ampleur de l'évasion fiscale dans notre monde d'aujourd'hui. Et l'inconséquence, voire la complicité de nos gouvernants avec cet argent, cette richesse détournée des nations, qui est incommensurable aujourd'hui et qui est dans des lieux de piraterie mondiaux qui sont les paradis fiscaux, qui sont des lieux d'enfer pour nous, parce que c'est de l'argent qui nous est enlevé, qui n'est pas donné à la collectivité nationale, à la collectivité publique, qui est d'autant plus faramineux aujourd'hui que l'informatique permet de faire ça par des jeux d'écriture à toute vitesse. Et c'est quoi un fraudeur fiscal? C'est quoi les gens qui font de l'évasion fiscale? C'est des gens qui cassent des hôpitaux, qui brûlent des écoles, qui détruisent des routes, qui empêche qu'il y ait du bien commun, parce qu'on a le droit de s'enrichir et de gagner sa vie, mais on doit donner. On doit donner à la société qui vous a permis de le faire. Et j'ai rappelé dans ce débat hier qu'au cœur de la Grande Dépression américaine, quand il y a eu le sursaut démocratique de la présidence Roosevelt, il y a eu une décision de taxer, de dire à un moment... En fait, au-dessus d'1 million, et c'est beaucoup 1 million quand même, au-dessus d'1 million, on prend tout. Parce que vous pouvez vivre avec 1 million, 1 million par an, ça fait beaucoup d'argent, et vous pouvez en donner, etc. Donc vous pouvez vivre, vous pouvez vous enrichir, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc on prend tout. Le taux d'imposition aux États-Unis, jusqu'aux années 70, avant la contre-réforme libérale, a été, pour ces plus grandes fortunes, jusqu'à 91%.
91%. Et Roosevelt, à l'époque, en 1937, dit « Nous avons appris, par rapport à l'évasion et la fraude fiscale, nous avons appris que là, c'est le président des États-Unis qui dit ça, à l'époque, par rapport à ce qu'on nous raconte aujourd'hui. L'argent organisé est aussi dangereux que le crime organisé. » C'est-à-dire les gens disent... Voilà. Donc tout ça pour dire que nous, on est... Voilà, l'histoire de Mediapart, je peux vous la raconter plus anecdotiquement, mais je voulais vous dire, voilà, l'idéal qui fait qu'on se retrouve ici. On a décidé de faire... Mediapart, ça veut dire média participatif. C'est-à-dire c'est un journal dans la société qui fait du journalisme, au meilleur sens du terme, du journalisme qui révèle, qui dévoile, qui est utile. Pour moi, il faut juger un journalisme à son utilité. Le journalisme, ce n'est pas les opinions. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous a des opinions. Et parfois, on est plus savant qu'un journaliste, on raisonne mieux qu'un journaliste. Le propre du journaliste, ce n'est pas le blablabla des talk-shows. Un journaliste, c'est m'apporter des informations qui me sont utiles. Par l'enquête, par le reportage, par la mise en perspective. C'est ça le travail du journalisme. Donc Mediapart, on fait ce travail. On le fait dans le cadre de la nouveauté numérique. Donc on est un journal pionnier de qu'est-ce que c'est qu'un journal de qualité sur Internet, par les applications, sur un ordinateur, sur une tablette et ainsi de suite. On est un journal participatif avec un club participatif. Et on est un journal totalement indépendant, c'est-à-dire qu'on a mené une bataille qui se résume par ce slogan un peu ironique « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». Mediapart n'a qu'une seule recette, le soutien de ses abonnés. Donc il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de subvention étatique, il n'y a pas de mécènes privés, il n'y a pas de manne des plateformes, des GAFAM, comme on dit, Google, Amazon, Facebook, etc. Notre seule recette, c'est le soutien des abonnés. Et les abonnés ne sont pas derrière un mur, comme une sorte de privilège. Aujourd'hui, un abonnement à Mediapart peut se partager avec d'autres, c'est-à-dire vous pouvez le partager en famille. Et depuis que nous existons, l'abonnement qu'on a pour ceux qui ont des faibles revenus, quels qu'ils soient, ou des petites retraites, ou sans emploi, ou étudiants, ou autres, n'a jamais varié et il n'est que de 5 € par mois et 50 € par an. Je dis ça parce que, voilà, dans cette période d'inflation, nous on ne va pas changer ça, on va garder ça, parce qu'un journal, pour moi, doit être populaire, doit être accessible. Voilà, donc... voilà, autrement, bon, je pense que celles et ceux qui n'ont pas levé la main ont entendu parler de Mediapart par ces nouvelles, par ces révélations, parfois par les polémiques qui les accompagnent. Mais n'hésitez pas à aller voir, Mediapart n'est pas derrière un mur, on peut lire les chapeaux des articles, le club participatif est en accès libre, les vidéos sont en accès libre. Par exemple, ce week-end, quand on dit on est un journal dans la société, avant-hier, hier c'était ce film sur l'évasion fiscale, mais avant-hier, mardi, on a organisé une soirée dans le 19e arrondissement à Paris, au 104, lieu au cœur du Paris populaire, en solidarité avec le peuple iranien. C'est une soirée bouleversante, très très forte, avec la diversité de l'exil iranien depuis plus de 4 décennies qui était là. On l'a filmée, donc elle sera en accès libre ce week-end sur Mediapart. Voilà, donc c'est ça, un journal qui enquête. On dit aussi le courage, le devoir d'enquêter, le courage de révéler. C'est ce qu'on fait dans toutes nos enquêtes. Et puis être dans la société à l'image de notre logo, le logo de Mediapart, qui a été repris d'une gravure du 19e siècle. C'est Gavroche, j'allais dire, c'est le Gavroche des Misérables de Victor Hugo, c'est le gamin des rues, malin, roublard, ça finit tragiquement pour Gavroche, mais qui est vendeur, qui est crieur de journal, comme on disait, qui est dans la rue, demandez, lisez, dernière édition, le journal au service
dans la rue, même si nous sommes dans l'univers virtuel du numérique. Pour moi, le virtuel, c'est du réel, d'où le fait que j'ai volontiers accepté d'être là ce soir pour soutenir Emmaüs Mundo. Voilà. Merci Edoui, et en particulier pour ton soutien renouvelé. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses ensemble depuis quelques années déjà. Et merci déjà parce que tu as déjà abordé beaucoup de sujets, en particulier celle sur l'évasion fiscale qui est importante. On avait mené il y a quelques années une action devant l'Assemblée nationale. Emmaüs avait mené une action de désobéissance civile au moment où Emmanuel Macron parle du pognon de dingue en parlant des aides sociales. Et il dit aussi, rappelez-vous, avant qu'il y ait la crise du Covid, c'est le début du film, hier. Vous vous souvenez de ce moment où il rencontre une infirmière, il va dans un hôpital et qui lui dit « Mais l'hôpital, c'est pas possible ce qui se passe à l'hôpital, la casse de l'hôpital. » Et il lui dit « Mais madame, il n'y a pas d'argent magique. » Quand il y a eu la crise sanitaire, l'argent magique pour les entreprises, ils l'ont trouvé, tout de suite. Et comme vous savez, c'est terrible, les actionnaires se sont enrichis. Ils ont fait encore plus de profit. Vous savez que depuis hier, M. Bernard Arnault est devenu l'homme le plus riche du monde. Le patron de LVMH a dépassé Elon Musk, l'homme qui veut nous envoyer vivre 200 ans et sur la Lune et qui déferle les haines sur Twitter. Eh ben, voilà, donc c'est ça, cette réalité de cette politique. Il n'y a pas d'argent magique. Mais si, l'argent, il est là. Il est là. Il suffit de vouloir aller le chercher. Petite parenthèse, l'Europe a décidé la semaine dernière, la Cour de justice, d'une régression terrible. Il y avait eu une bataille de la Commission et du Parlement européen contre ce secret bancaire, pour qu'on connaisse les vrais ayants droit de toutes ces sociétés qui sont notamment au Luxembourg et ailleurs, et puis qui sont comme des poupées gigognes. Eh bien, elle a fait tomber ça, la Cour de justice, c'est-à-dire pour connaître qu'est-ce qui est sur les registres, qui est le véritable ayant droit sur le registre de la société, puisque tout ça marche avec des prête-noms. Et donc la Cour de justice, au nom de la privacy, comme on dit en anglais, de la protection de la vie privée, de ce que font les gens qui ont le droit de s'enrichir, a fait tomber ça. Le lendemain même, les registres au Luxembourg étaient fermés. Vous ne pouvez plus aller savoir. Or, c'est au cœur de ces dispositifs qui sont des dispositifs criminels. Je le redis, ce sont des gens qui ils ont l'air très bien sur eux, mais ça revient à casser des hôpitaux, à brûler des commissariats, à détruire des écoles. Ça revient à ça, parce que c'est moins d'argent pour le bien commun. C'est ça, et on aimerait que l'action publique soit un peu plus sévère sur ceux qui font de l'évasion fiscale, et au moins aussi sévère que quand on s'amuse à s'attaquer aux bénéficiaires, qu'on appelle bénéficiaires des minima sociaux, qu'on accuse de frauder, alors que la fraude sociale, comme on l'appelle, c'est rien du tout. Le chiffre est à la Je fin crois que du c'est film. 100 fois plus. C'est pour ça, allez voir ce film, parce que toutes les infos y sont. C'est vraiment un film pédagogique. Et ce qu'on a, voilà, les minima sociaux, mais c'est rien par rapport à l'évaluation. Bon, l'évaluation, c'est 100 000 milliards, mais voilà, on ne sait pas. Il faut s'imaginer 100 000 milliards d'euros, le nombre de zéros que ça fait. Mais c'est incommensurable. Et ce n'est pas supportable de laisser continuer ce monde-là. Sans compter que ce monde des paradis fiscaux, c'est aussi un monde où cet argent de personnes qui sont socialement se pensent respectables va se mêler à l'argent de tous les crimes organisés qui eux aussi profitent de ces lieux de piraterie financière. Et on aurait quelques idées, je crois, pour utiliser à bon escient ce pognon de dingue qui part comme ça en fumée à l'international. Je voudrais quand même juste revenir sur la presse et la situation de la presse, parce qu'encore une fois, pour être citoyen libre, éclairé, acteur aussi de la société, il nous faut une information libre, éclairée et engagée. Sauf qu'aujourd'hui, je crois que 90% de la presse appartient à 10 milliardaires. Pourquoi on en est arrivé là et comment on en est arrivé dans notre pays avec cette concentration de la presse aux mains de quelques-uns et aux mains des plus richissimes, ceux qui détiennent ce pognon de dingue?
La réponse est simple. Je pense que les 3 dernières présidences, celle de Nicolas Sarkozy, celle de François Hollande et celle d'Emmanuel Macron, ont accepté de ne rien faire et ont accepté de laisser dériver sur fond de crise, la crise du numérique. Le numérique déstabilise les médias, crée des nouveaux défis, et ils ont accepté de laisser faire la généralisation, qui est une spécificité française. Ce n'est pas le cas à ce point en Allemagne, ce n'est pas le cas à ce point en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, de la concentration de la propriété des médias privés en France entre, mais même pas une dizaine de milliardaires, dans une logique un peu oligarchique, parce que ce sont des milliardaires qui ne sont pas des métiers de l'information, qui sont dans le luxe, sont dans la finance, sont dans la téléphonie, sont dans l'énergie. Le dernier venu, Kretinsky, qui fait beaucoup d'argent dans la crise énergétique actuelle, parce que lui, il rachetait les vieilles centrales à charbon. Donc du coup, il a une opportunité pour s'enrichir. Il est d'origine, il est tchèque, il est toujours basé à Prague. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une poignée de milliardaires qui entretiennent des liens entre eux, parfois même des liens familiaux. Par exemple, j'ai parlé de Bernard Arnault, il possède Le Parisien aujourd'hui, il possède Les Échos, et son gendre, Xavier Niel, est le principal propriétaire du Monde et d'autres médias, y compris en région, et fait alliance aujourd'hui avec Kretinsky, le Tchèque dont j'ai parlé, pour essayer de posséder une télévision M6 et voire des maisons d'édition. Et donc on a un phénomène totalement inédit de concentration verticale et horizontale. Ça veut dire quoi, verticale? Ça veut dire quand il y a une concentration entre des activités différentes. C'est ce que j'ai dit en disant, ils défendent, voilà, ils sont dans le luxe, ils sont dans la téléphonie, ils sont dans l'énergie, ils sont dans les ventes d'armes, ça c'est la famille Dassault, etc. Et ils possèdent des médias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont être tentés de faire que leurs médias ne gênent pas leurs autres intérêts. Même s'il y a des bons journalistes, même si ces médias, il y a des gens qui travaillent bien, il y aura une limite, c'est vous ne touchez pas à nos intérêts. Et vous ne touchez pas non plus à ceux qui défendent nos intérêts. C'est ce que le fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, avait appelé la presse d'industrie. Il dit oui, on est une industrie et il vaut mieux qu'on soit rentable, profitable pour être indépendant. La presse d'industrie, c'est autre chose. Ce sont des intérêts industriels qui achètent des médias et qui vous laisseront faire votre travail jusqu'à ce que vous ne menaciez pas. Il ne faut pas menacer leurs intérêts. Alors cette concentration verticale, c'est par exemple, je vais reparler de lui, par exemple M. Bolloré, qui est au cœur de ce paysage médiatique et qui a fait fortune en exploitant les richesses africaines. M. Bolloré est aussi propriétaire d'Havas, qui est un monstre publicitaire. Et donc, si vous possédez Havas et que vous êtes dans les médias, vous avez un moyen de pression sur les équipes en disant « si tu écris ça, on n'aura plus de publicité ». Et un moyen de pression sur vos concurrents, si vous écrivez des choses qui me dérangent, je vous enlève la publicité. Tout ça, on l'a raconté d'ailleurs avec un exemple concret dans le film que Mediapart a diffusé cette année, que vous pouvez toujours revoir sur Mediapart, ou en DVD, qui s'appelle Média Crash, qui a tué le débat public. Et quant à la concentration horizontale, c'est le fait de posséder trop de médias. C'est au cœur actuellement de ce qui est examiné à Bruxelles par l'Europe pour le groupe Bolloré, qui possède donc désormais Paris Match, le Journal du Dimanche, des magazines, et
après avoir la maison d'édition Editis, achète, la grande maison Hachette, donc achète, il y a un H dans un K avant, et se retrouve dans une situation pratiquement de monopole, de domination, avec les relais, la distribution, les relais avec AY là dans les gares pour la distribution. Et donc c'est une situation très très grave, et elle est d'autant plus grave qu'avec M. Bolloré, on voit les masques tomber. On voit, contrairement à l'idée de dire l'argent n'a pas d'odeur, si, quand l'argent, la phrase de Roosevelt, l'argent organisé, le crime organisé, quand l'argent se sent libéré et sans frein, comme sa seule logique, c'est s'enrichir, ce n'est pas le bien commun. Il faut une régulation pour imposer le bien commun, pour rappeler à la société qu'elle doit tenir par cette solidarité. Ou autrement, c'est chacun pour soi. C'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre qui mange toutes les poules. C'est ça. Et donc, les masques sont tombés. C'est-à-dire que M. Bolloré, qui avant, il fréquentait aussi bien Hollande et les socialistes bretons, son fils était au premier meeting de M. Macron, Nicolas Sarkozy a été sur son yacht en 2007, donc il était copain avec tout ce monde. C'est comme ça qu'ils ont... c'est le serpent du livre de la jungle. Grand, viens vers moi. Voilà. Vous voyez, je sais plus comment on l'appelle, comment déjà, vous vous souvenez? K, c'est K, voilà, K, viens vers moi. Donc ça, ils les ont bien tous pris. Et puis à un moment, ça y est, c'est fait, je les ai tous pris. Je peux faire tomber les masques. Et vous connaissez les masques, ils sont tombés il y a 1 an de ça avec la campagne présidentielle, et ils continuent de tomber avec ce qui se passe sur les chaînes CNews et C8, les chaînes de M. Bolloré. Eh bien, M. Bolloré a décidé de faire tomber les masques de la haine, de la violation de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Je ne vais même pas employer l'expression extrême droite, je dis simplement la remise en cause de ce qui doit faire tenir une société démocratique. L'égalité naturelle. Et dans une société démocratique, dire sur des médias de masse que nous sommes inégaux naturellement, que les hommes sont supérieurs aux femmes, que telle religion est supérieure à telle autre, que telle origine est supérieure à telle autre, que telle couleur de peau interdit une embauche alors que telle autre l'autorise, et ainsi de suite, que le choix de la sexualité, la persécution des LGBT, et ainsi de suite. Je pourrais montrer tous les exemples. Eh bien ça, c'est la rupture. Et il suffit d'ailleurs d'écouter la propagande poutinienne dans un régime dictatorial. Eh bien c'est la rupture de ce qui fait la base d'une société démocratique. Ça ne veut pas dire que l'égalité est parfaite, ça ne veut pas dire qu'on est tous les mêmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours des choses à régler, mais qu'il n'y a pas des conflits dans une société, mais c'est ce principe philosophique. C'est ça qui nous a permis de sortir de l'ancien régime, des castes, des gens qui se disaient « parce que je suis né noble, j'ai le droit d'avoir des serfs, parce que je suis européen, j'ai le droit d'avoir des esclaves », et ainsi de suite. C'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, vous avez, c'était la campagne d'Éric Zemmour, bien sûr, mais vous avez ces chaînes, c'est terrible à dire, qui, de manière quotidienne, violente cela. Et là, je voudrais vous mettre en garde, parce que vous en avez la version au plan mondial, avec Elon Musk, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a racheté le réseau social Twitter, qui est proche de Donald Trump, parce que tout ça n'est pas que chez nous. Il y a ça chez nous, il y a ça cette tentation aux États-Unis. On voit ce qu'il en est avec ce qui se passe en Russie, avec ce qui se passe en Iran et dans d'autres pays. Et avec des histoires politiques différentes, des contextes nationaux différents, c'est la même chose. Des régimes autoritaires liés à des intérêts économiques dominants et qui décident de supprimer la pluralité, la diversité, le dynamisme d'une société. Et la ruse dans nos sociétés, Trump, Bolloré, Elon Musk, c'est d'utiliser, et c'est ça ma mise en garde,
notamment pour les jeunes générations qui vont devoir mener ce combat, d'utiliser la liberté d'expression contre le savoir, contre la connaissance. Cette idée, mais on a le droit de tout dire. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que je pense. Donc, au nom de la liberté d'expression, il n'y a plus de vérité. Il n'y a que des opinions. Et c'est ça les talk-shows de la télé, hein, le blablabla des talk-shows. Il n'y a plus qu'une opinion. Or, en démocratie, ce n'est pas ça le débat public. Si c'est mon opinion contre la tienne, de manière infinie, c'est mon préjugé contre le tien, mon origine, mon identité, ma communauté, c'est la guerre de tous contre tous. Un écosystème démocratique, c'est celui où, au cœur du débat d'opinion, nous nous sommes donné les moyens d'un débat rationnel, d'un débat informé par la connaissance. On en revient au droit de savoir. Et là, tout est permis. Tout est permis. Et vraiment, l'alerte et l'impuissance des pouvoirs publics, leur complicité, leur irresponsabilité, je le dis pour vous faire peur aujourd'hui, mais si on accepte, alors qu'il y a une autorité de régulation, l'Arcom, alors qu'une chaîne hertzienne, c'est un bien public, c'est une concession qu'on donne à un opérateur public, privé. Eh bien, parce qu'on a le droit tous d'avoir les pensées qu'on veut, hein, sur la table, au café, en famille, on s'engueule. Mais c'est autre chose, je branche ma radio, je branche ma télé et je tombe sur un discours de haine, sur un discours qui stigmatise, sur un discours qui habitue à la violence. Et les mots finissent par déclencher des actes, toujours. Notre continent le sait, c'est ce qui lui est arrivé. Ça a commencé en France, avec l'affaire Dreyfus et l'antisémitisme. Les acteurs antisémites de l'affaire Dreyfus, si on leur avait dit que leurs mots, l'auteur de La France juive, Drummond, si on lui avait dit 40 ans après que ça allait donner les camps de concentration et le génocide, il aurait dit « Mais comment vous insultez mon honneur ?» Mais si, ces mots criminels ont produit ça. Le préjugé, s'il s'installe, s'il est admis, si on considère que violer ce principe qui a fondé notre espérance démocratique de l'égalité naturelle est admis, on ouvre la porte à l'enfer. Et l'enfer, médiatiquement, dans notre siècle, et nous en avons été témoins, ça a existé, ça s'appelle Radio Mille Collines au Rwanda. Des intellectuels, des journalistes qui ont appelé au génocide de leurs compatriotes Tutsis en les traitant de cafards. Ce génocide du Rwanda, c'est pas extérieur à notre modernité. Et comme vous le savez, beaucoup des criminels de guerre se sont cachés en France après, étant donné la complicité, hélas, de la France avec les autorités du régime génocidaire. Mais ce sont des gens qui ont construit le préjugé dans la société. Parce qu'il faut essayer de comprendre comment est-ce possible qu'il y ait eu un génocide à la machette où les voisins ont été tués leurs voisins en faisant une pause casse-croûte à midi. Comment c'est possible ? T'es pas devenus tous fous. Qu'est-ce qui fait que des gens ont pu faire ça en quelques semaines ? Ils ont fait ça parce qu'ils entendaient Radio Mille Collines. Et là, c'est une des batailles que nous menons. Hein. J'ai même eu des rendez-vous récemment au ministère de la Culture. Nous écrivons des tribunes, etc. pour dire, mais vous ne faites rien par rapport à ça ? Vous laissez s'installer ça ? Mais qu'est-ce que ça va donner demain ? Et nous documentons ça à Mediapart. Nous avions appelé ça les chroniques de la haine ordinaire. Mais vous avez vu ce qui se passe sur des enseignants maintenant, hein ? Vous avez vu cette enseignante qui est professeure très respectée de classe préparatoire. Elle enseigne la sociologie et dans le cadre d'un projet fait avec plusieurs professeurs, financé par l'établissement, 4 000 €, elle voulait faire un travail pour qu'est-ce que c'est qu'une enquête sociologique. Son lycée c'est Calais. C'est là où il y a toute l'histoire des migrants qui veulent traverser la Manche. Et donc, voilà, c'était l'organisation avec plein de cours et plein de choses autour d'un travail de terrain, rencontre à l'auberge des migrants, rencontre d'une dame qui accueillait les migrants et tout. Et comme vous le savez, ça a été tout de suite sur les réseaux sociaux
via les gens du parti de Zemmour, et une haine d'une très grande violence qui a obligé à annuler, à cause des questions de sécurité, cette sortie. Et aujourd'hui, elle est sous surveillance policière. Alors bien sûr qu'il y a d'autres violences, et je dis ça en n'oubliant pas le sort de Samuel Paty et la violence qui s'est déchaînée par rapport à un enseignant d'histoire, par rapport à une idéologie totalitaire se réclamant de l'islam, et qui fait qu'il y a eu ce réfugié tchétchène qui a été enterré en Tchétchénie chez le copain de Poutine, Kadyrov, qui a égorgé Samuel Paty. Mais il faut tenir les deux bouts. On ne peut pas s'indigner sur Samuel Paty et juger normal que ceux qui font l'exploitation politique contre nos compatriotes musulmans, qui ne sont pas les assassins de Samuel Paty. Il y a un assassin de Samuel Paty, et il y a ses complices. Mais ce n'est pas les musulmans de France, dans leur diversité, qui ont tué Paty. Et les mêmes qui exploitent ça pour créer le bouc émissaire sont les mêmes qui créent cette intolérance, cette violence et ces actes-là. Et ça, vraiment, aujourd'hui, c'est une bataille essentielle. On va voir, Macron a lancé comme un bouteillon l'idée d'états généraux du droit à l'information. On va voir ce que ça va donner. Nous, on se méfie, c'est pas au président de la République de dire ce que doit être l'information. Ça doit être indépendant. Donc, ils ont des réflexions au ministère de la Culture. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Et de ce point de vue, il y a beaucoup de choses à faire en s'appuyant sur le travail qui a été fait à l'Europe, où l'Europe il y a eu des réflexions sur la régulation des plateformes. Il y a désormais un document qui est sorti qui s'appelle Media Freedom Act, sur la liberté de l'information. Bon, voilà, mais c'est une bataille essentielle. Poutine, c'est très intéressant. Poutine, 2 mois avant de décider de lancer l'invasion de l'Ukraine, il décide qu'il faut tuer le passé. Ça veut dire quoi, tuer le passé? C'est qu'il décide, après plusieurs années de persécution en la présentant comme une association étrangère, parce qu'elle recevait des dons de l'étranger, il décide d'interdire Mémorial. Mémorial, c'est l'organisation des droits de l'homme qui a mené le combat pour que les peuples de l'ancienne Union soviétique, et le peuple russe notamment, affrontent les crimes du stalinisme. Regarde son passé. Comme nous, on doit regarder ce qui s'est passé sous Vichy, ce qui s'est passé dans la période coloniale. Il n'y a pas de honte, ce n'est pas de la repentance, c'est regarder la vérité de l'histoire. On tue le passé. Et il fait une loi mémorielle. Il dit qu'on ne doit pas. Et puis, il fait l'invasion, et juste après, il décide de tuer le présent. Il fait une loi disant qu'on n'a pas le droit de dire que c'est une guerre, que c'est une opération spéciale. Et il décide, en dehors de tous ceux qui ont déjà été assassinés ou mis en prison, de persécuter, de finir. Il n'y a plus de journalisme indépendant en Russie. L'Union des journalistes a été dissoute. Et donc, il n'y a plus de vérité indépendante. Il n'y a qu'une vérité officielle, et qui est une vérité mensongère de propagande. Aujourd'hui, dans les campagnes russes, on n'entend que les télés du régime. Et les télés du régime disent aux gens du peuple, vous savez, on est en train de faire la grande guerre patriotique parce que c'est des nazis là-bas. Donc c'est un régime nazi en Ukraine. Et donc dans l'imaginaire russe, si c'est les nazis, les peuples de l'Union soviétique ayant eu le plus lourd sacrifice humain pour la fin du nazisme, il faut les exterminer. Et donc c'est comme ça qu'il lance une guerre en disant désukrainiser, comme il dit, c'est dénazifier. Et le mot Ukraine, la revendication nationale ukrainienne, est assimilée à l'idéologie nazie. Donc c'est comme ça qu'on rend les peuples fous. Et c'est évident que je suis un peu trop grave pour un marché de Noël. Excusez-moi, je gâche l'atmosphère, pardon. Non, c'est important qu'on comprenne et qu'on analyse la situation pour pouvoir agir efficacement et puis développer d'autres modèles. Et c'est ce qu'on essaie de faire, des modèles plus justes, plus solidaires
et plus écologique. C'est aussi l'action de terrain qu'on mène tous les jours et développer d'autres types de manières d'entreprendre ou de faire de l'économie, pour le coup, de l'économie sociale, solidaire et écologique. Je remets un instant qu'on parle d'écologie, justement. On a eu la COP27, on a eu la COP26, la COP25, la COP24. On a eu un certain nombre de COP. On avance quand même. Hein. Voilà, on réfléchit. Hein. Les gouvernements se réunissent et réfléchissent. Et malgré ça, on a quand même l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Enfin, vu l'urgence de la situation, on est quand même proche du mur. Là, on exploite les ressources de la planète. Le dérèglement climatique ne fait qu'empirer. Et les jeunes générations, je crois, à juste titre, se posent beaucoup de questions sur l'avenir et l'avenir de la planète. Et donc, leur avenir. Et je suis toujours très admiratif de la manière dont les jeunes s'engagent aujourd'hui et ont pris conscience, avec beaucoup d'angoisse aussi, mais avec beaucoup de volonté d'agir, de cette situation. Je crois qu'une autre économie, c'est aussi une économie qui répartisse les richesses, mais qui soit aussi respectueuse des richesses disponibles sur cette planète sans l'épuiser. On parle maintenant aujourd'hui beaucoup de sobriété. Je crois qu'il y a eu aussi un sujet sur Mediapart, sur Elisabeth Borne, hein, qui a aussi exprimé la question de la sobriété, et Emmanuel Macron qui reprend un peu à son compte les questions de sobriété. Il n'y a pas longtemps, il disait il était contre le modèle Amish, mais aujourd'hui il parle de sobriété, mais c'est souvent de la sobriété pour les plus pauvres, et une autre forme encore supplémentaire de culpabilisation des personnes qui ont peu de moyens, qui ont tout juste de quoi finir la fin du mois, et puis on leur dit d'économiser, de faire attention à la planète, alors que, et tu l'as dit tout à l'heure, on a tant de milliardaires qui exploitent les ressources de la planète que ça en devient scandaleux. Et là encore, Mediapart, une presse engagée, Mediapart vient de signer une tribune aussi publiée sur Mediapart, mais avec 20 journaux ou 30 journaux de 20 pays différents, et avec cette phrase, pardon, je vais rallumer mon téléphone, cette phrase, on y parle de sobriété, etc. La tribune s'appelle « Nous n'avons plus le temps d'attendre ». C'est aussi une sonnette d'alarme. La tribune exhorte les gouvernements à aller plus vite et plus loin. Et entre autres, on y dit « Les pays riches ne représentent qu'une personne sur 8 dans le monde aujourd'hui, mais sont responsables de la moitié des gaz à effet de serre ». Ça, c'est pour les pays riches, mais dans les pays riches, on retrouve le même phénomène, puisque les personnes qui bénéficient des minima sociaux, qui sont au bas de l'échelle sociale, ce n'est pas eux qui sont responsables de ces dérèglements climatiques et de ces gaz à effet de serre. Deux questions peut-être un peu sur le fond, ton regard sur l'action écologique des gouvernements sur la COP27. Et puis, est-ce que c'est le rôle des médias indépendants de tirer ces sonnettes d'alarme également, y compris sur la question écologique ? Oui, bien sûr, c'est le rôle de manière informée. Par exemple, sur l'écologie, il y a le pôle écologique de Mediapart est très, très compétent. Et par exemple, Michael Correia a publié, qui est à Mediapart, a publié il y a de ça, je crois, 2 ans, ou 1 an, je ne sais plus, un livre qui s'appelle « Les criminels climatiques », qui sont les premiers responsables des gaz à effet de serre dans le monde, là, au-dessus de nous. Les premiers. Il y en a 3. Pas 4, pas 5, il y en a 3 qui prennent le gros. Je ne sais plus si on est à 60 ou 2 tiers. 2 tiers. Gazprom, Russie. J'ai oublié le nom, l'équivalent chinois. Et Aramco, le saoudien. C'est-à-dire 3 sociétés liées à des régimes autoritaires, quelle que soit leur histoire, apparence désormais défunte démocratique, puisqu'il y avait des élections en Russie, dictature du parti unique en Chine et monarchie absolutiste en Arabie saoudite, dont ancrée sur la richesse de régimes qui notamment pour la Russie, ne développent pas une économie réelle, sont simplement dans l'exploitation des énergies fossiles.
et avec la prévarication, la confiscation par une oligarchie. Donc tout est lié. Et vous voyez bien que tout le débat depuis la crise ukrainienne montre que, y compris la dépendance politique, la façon d'avoir baissé la vigilance par rapport à l'évolution du régime de Poutine est totalement liée à ça. Et c'est pour ça qu'on parle des questions énergétiques aujourd'hui. Et donc, avant de répondre sur Mediapart, je voudrais dire quelque chose par rapport au travail que tu fais, que vous faites à Emmaüs et notamment à Emmaüs Mundo. Moi, ce qui m'a toujours bluffé depuis qu'on fait des choses ensemble, et qui est très très fort, parce que Dieu sait si c'est pas passé dans forcément les partis politiques qui se réclament de la question sociale. Je trouve que ce qui est très fort chez Emmaüs, qui est totalement ancré sur un travail les mains dans le cambouis, quotidien, sur la question sociale. Voilà, c'est le point de départ, c'est l'engagement de l'abbé Pierre, c'est sa résistance au quotidien et qui s'est diffusée dans toute la culture des centres d'Emmaüs. Or, ce qui me frappe, c'est que là où vous pouvez avoir des discours politiques de gens qui pensent qu'ils s'occupent de représenter les travailleurs, mais qui seront, eux, indifférents à beaucoup d'autres questions, considérant qu'il y a une question sociale et elle est prioritaire. Qu'est-ce que vous m'embêtez avec l'écologie? Oui, il faut rajouter, mais on rajoute. Oui, les questions des violences sexistes et sexuelles, on a longtemps été indifférents et on n'est toujours pas au clair. Et puis les migrants, non, il y a la question sociale des Français d'abord, etc. Et ce qui est, je trouve frappant, c'est que de manière très concrète, rationnelle, pas idéologique, très concrète, vous avez toujours défendu ce lien, que tout est en relation. Et qu'on ne peut pas penser la question sociale sans penser tout ce qui nous lie, le tout monde et le tout vivant, comme disait quelqu'un que j'aime bien citer et que j'ai bien aimé, Édouard Glissant, et qui disait « Agis en ton lieu et pense avec le monde ». Et le monde, c'est à la fois le tout vivant de la nature dont nous faisons partie, parce que nous sommes une espèce dans la nature, et nous sommes, hélas, l'espèce la plus prédatrice, celle qui peut le plus détruire la nature, parce qu'on a un gros cerveau, parce qu'on se pense plus intelligent, plus fort, etc. Vous connaissez cette formule qu'on a trouvée dans un manuscrit posthume d'Albert Camus. C'est une phrase que disait son père: « Un homme, ça s'empêche ». Et le problème de la démesure de l'homme, c'est quand il ne s'empêche pas. Qu'il ne s'empêche pas dans 36 registres. Voilà. Et qu'il oublie qu'il dépend du reste, qu'il est en lien, qu'il est en relation. Et donc, par rapport à ce que tu disais sur les jeunes générations, je trouve qu'il y a quelque chose de très très fort qui se passe sur ces nouveaux engagements dans ces trois registres. La question du dérèglement climatique, la question des violences sexistes et sexuelles et la question des hospitaliers, des demandeurs de refuge. Et là, on a des nouvelles générations qui pensent, qui projettent, qui, à mon avis, posent les questions du futur. C'est-à-dire comment on ne va pas s'en sortir sans penser ces questions-là. Sans penser... C'est très simple, le mouvement MeToo, ça met en branle des millénaires dans notre cerveau reptilien masculin d'inconscient, de domination, de prédation, et ça oblige, avec les excès de toute révolution, et c'est normal, mais ça oblige à se mettre en cause et à comprendre qu'on ne peut pas banaliser et qu'on doit écouter, parce que ce n'est pas que la parole est libérée, c'est qu'elle n'était pas entendue, que les institutions n'écoutaient pas, et ainsi de suite. Et c'est quelque chose de cette révolution anthropologique au cœur de notre espèce. Vous voyez avec l'Iran, avec la révolution actuellement en Iran, qui aura du mal à aboutir, combien la question des femmes pose la question de tout le monde. Là, on n'est pas sur les violences sexistes et sexuelles, mais si, on est quand même. Ce pouvoir religieux obscurantiste qui impose une tenue aux femmes, ce pouvoir-là est aussi un pouvoir masculin. C'est un pouvoir d'hommes qui décide que le corps des femmes
doit être caché. Et c'est pour ça que les jeunes qui ont tout genre confondu, hommes et femmes, ils disent l'hypocrite, c'est toi. Hein, c'est toi le Tartuffe, hein, cacher ce sein que je ne saurais voir alors qu'il ne demande que ça. Voilà. Et là, vous voyez bien comment cette révolution des femmes n'est pas une révolution contre le voile. Et d'ailleurs, on le voit avec certaines qui, y compris, il y a une vidéo formidable d'une femme qui a le tchador et qui court pour aller faire tomber le turban de religieux, par solidarité. Donc c'est pas... Chacun fait ce qu'il veut, tu portes ou tu portes pas. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'on nous impose comment nous devons être, qu'on nous impose comment on doit s'habiller, qu'on nous impose. Et donc c'est une mèche qui est allumée et qui, à partir du meurtre de cette jeune femme qui venait en visite à Téhéran, jeune femme kurde qui venait en visite et que la police des mœurs interpelle parce que son voile débordait et tout, et il la viole, il la tue. Et le mot d'ordre « femme, vie, liberté » vient des Kurdes. Hein, c'est-à-dire que le mot d'ordre que prend tout l'Iran est le mot d'ordre d'une de ces minorités. Donc on voit bien que les minorités, entre guillemets, parce que les femmes, par exemple, ne sont pas une minorité, mais celles qu'on a tenues en minorité posent souvent les questions qui concernent tout le monde. Voilà. Alors ça, c'est la question des femmes. La question des migrants, on en reparlera, je pense, tout à l'heure, mais la question de l'accueil, la question, on est dans un monde, enfin on peut en parler tout de suite, la question, on est dans un monde interdépendant, on est dans un monde où il y a ces dérèglements climatiques, on est dans ce monde où il y a ces régimes autoritaires, on est dans ce monde où nous, on a aimé voyager, on a aimé ne pas être assigné à résidence, ne pas être enfermé dans le village des grands-parents ou des arrière-grands-parents. On a envie de faire notre chemin. On a envie, et donc, comme je dis souvent, c'est pas la misère du monde qui vient à nous, c'est parfois la jeunesse du monde. Et on le voit. Je rappelle que dans la bataille de la Roya à la frontière franco-italienne, la bataille menée par Edric-Hirou, avec une bataille fondamentale sur ce mot de solidarité, et de comment on incarne ce mot et la fraternité et ce mot par rapport à nos valeurs constitutionnelles, c'est devenu, comment Cédric Herrou a pu faire survivre, continuer son centre, c'est devenu un centre Emmaüs. C'est Emmaüs qui est là et qui est au rendez-vous et qui lui a permis de faire ça, hein, par rapport à tous ces jeunes qui voyaient et qui, en effet, étaient des jeunes qui avaient traversé des choses terribles, mais pour s'inventer un futur. Hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas la misère du monde, parce quel mépris, hein, la misère, ce sont des misérables. Non. C'est pour ça que d'ailleurs, quand vous entendez sur le débat sur les migrants, ceux qui disent il faut d'abord aider les pays pour que les gens ne bougent plus. Ben non, on a le droit de bouger. Et nous, on le revendique, ce droit aussi. Et vous voyez bien, quand dans un pays, une situation sanitaire de manière trop autoritaire veut empêcher les gens de bouger, regardez ce qui vient de se passer en Chine, ben les gens, ils se révoltent. Ils ont envie de bouger. Et du coup, le pouvoir a dû céder, hein, sur la dimension autoritaire de la gestion de la crise sanitaire. Et donc, j'en viens au dérèglement climatique. Cet appel qu'on a signé, c'était à l'initiative du Guardian, le grand quotidien britannique. On n'est pas les seuls Français, il y avait Libération, hein, qui a signé aussi. Non, mais c'est très simple, c'est que... Alors, les COP sont forcément des grands-messes avec... des accords, des discussions, etc., et des pouvoirs étatiques. La preuve, là, c'était en Égypte, hein, qui est un régime bien dictatorial, où les opposants sont tout à fait réprimés. Donc, c'est vraiment... C'est un drôle de contexte, hein, pour débattre de tout cela. Mais c'est clair qu'on n'affrontera pas le dérèglement climatique sans affronter les puissances économiques qui sont au cœur de ce dérèglement climatique. C'est cette idée de culpabiliser les gens en disant « vous êtes les premiers responsables, baissez votre chauffage, faites ceci, faites cela, etc. » Alors que c'est pour ça que je vous parlais des 3 grandes sociétés. On a documenté beaucoup, nous, Mediapart, les pratiques d'une société française. Elle s'appelle Total. Et on va d'ailleurs faire une réunion publique en janvier, 4 heures de réunion publique sur ce que fait Total.
on fait des révélations, et on a encore des révélations à venir sur comment Total, un peu comme ce que faisait Bolloré pour les plantations, et voilà, Total, en Afrique, en clair, exproprie des paysans pour exploiter et retrouver, continuer à faire cette fuite en avant dans les énergies fossiles. Et cette question des énergies fossiles, elle est au cœur des dérèglements politiques du monde. Quand on repense aux décennies qu'on a vécues ces dernières années, quand on repense au terrorisme qui nous a frappés, quand on repense à l'idéologie totalitaire de l'État islamique, venue d'Arabie saoudite et du wahhabisme saoudien, eh bien, on réfléchit, on se dit, mais c'est quoi l'Arabie saoudite? Bon, il y a une population, hein, ce n'est pas les Émirats, il y a un peuple, et il va se réveiller probablement un jour, et il est divers, il y a une diversité, y compris au cœur de l'islam, sunnites et chiites, les chiites étant réprimés en Arabie saoudite. Mais l'Arabie saoudite, c'est un clan qui a pris ce territoire dans l'alliance, notamment avec les États-Unis d'Amérique, pour le pétrole. Hein, le clan des Saouds, c'est une guerre qui a fait 500 000 morts dans les années 20. 500 000 morts sur la péninsule arabique pour que ce soit le pays des Saouds et la famille monarchique des Saouds. Donc le tout pétrole, hein, ce choix-là entraîne des aveuglements par rapport à des régimes, par rapport à l'idéologie de ces régimes. Reprenez, ça fait 21 ans maintenant, mais 2001, les tours à New York et l'attentat du 11 septembre 2001 avec Al-Qaïda, avant l'État islamique, Al-Qaïda né des aventures d'abord russes, puis ensuite américaines en Afghanistan. Eh bien, c'est dans les terroristes qui ont fait cet attentat, ils étaient pratiquement 4/5e, ils étaient saoudiens. Ce n'est pas l'Arabie saoudite qui a été condamnée. Ce n'est pas l'Arabie saoudite qui a été sanctionnée. Ils avaient des liens, la famille de Ben Laden avait des liens, elle travaillait pour la monarchie saoudienne. Ils étaient imbriqués à l'élite saoudienne. Et finalement, il y a eu cette légende, cette folie hein, d'envahir l'Irak, qui n'avait aucune responsabilité, ni politique, ni militaire, ni idéologique dans cette histoire. Et pourquoi? Alors que la rationalité, c'était de dire à l'Arabie saoudite, mais qu'est-ce que vous nous envoyez là? C'est des gens éduqués, des ingénieurs, mais venus de leur histoire saoudienne, avec l'idéologie que développait ce sectarisme très minoritaire au cœur de l'islam, mais propulsé grâce à l'argent, hein, grâce au pouvoir de l'argent. Et la rationalité, c'était de se tourner vers l'Arabie saoudite et de lui demander des comptes. Et ce n'est pas ce qui a été fait, et tout au contraire, les liens... À l'époque, c'était la présidence Bush des autorités américaines et de la présidence américaine avec cette industrie pétrolière a fait qu'on a détourné. Et donc, je prends ces trois thèmes parce que je pense qu'il y a au cœur quelque chose presque philosophique dans cette idée de ces engagements sur le dérèglement climatique, sur les violences faites aux femmes et sur les violences sexistes et sexuelles et sur l'hospitalité. C'est d'abord l'idée de ne pas être indifférent. Hein, qu'en fait, on ne se défend soi-même que si on n'est pas indifférent aux autres. Si on commence à être indifférent aux autres, on s'oublie soi-même. L'indifférence, c'est le poids mort de l'histoire. On commence à décrocher du monde. On devient aigri, replié, et on ne pense qu'à soi, et du coup, on ne construit rien. Et deuxièmement, il y a cette idée de la relation. Nous sommes en relation avec la nature, en relation avec le monde, en relation avec la personne qui n'a pas le même sexe que nous, la même genre, la même couleur de peau, c'est la même histoire. Nous sommes en relation. Et là, je pense qu'il y a une sorte d'écologie politique. Je dis souvent que pour moi, la question écologique, ce n'est pas un parti écologique. C'est une question de comment repenser le politique en sortant des logiques de domination, de puissance et d'appropriation.
qui peuvent être... Ça décline toutes ces questions de domination des uns sur les autres, de puissance, d'appropriation. On n'a eu aucun problème à s'approprier les richesses naturelles de certains pays, et maintenant on ne voudrait pas que les gens de ces pays qui parlent notre langue, qui nous connaissent, qui nous suivent, chez qui on s'est invité, viennent. Voilà. Donc c'est cette question du lien. Et je pense, même si on devra passer par beaucoup d'épreuves peut-être, que toutes ces nouvelles générations, c'est elles qui écrivent... Elles écrivent ce qui me paraît le futur souhaitable. Merci beaucoup. C'est la question du lien, de la relation entre nous tous et nous toutes. C'est la question de la solidarité, pour le coup, parce que le lien, c'est la solidarité. Qu'on le veuille ou non, on est solidaires les uns des autres. La solidarité, c'est pas de la charité, c'est tout sauf ça. Je pense à la solidarité au sens du Conseil national de la résistance, par exemple. C'est ce qui fait effectivement le lien entre nous. En mécanique, 2 pièces solidaires, c'est 2 pièces qui sont interdépendantes l'une de l'autre. S'il y a une pièce qui casse, il y a l'ensemble de la mécanique qui casse. Et c'est la même chose dans la société humaine et c'est la même chose dans la nature. Et ce que tu disais tout à l'heure sur Emmaüs, et on avait travaillé un petit peu ensemble à l'époque quand on avait lancé pour les 10 ans de décès de l'abbé Pierre l'appel des solidarités. Et c'était bien l'appel des solidarités. Et ce qu'on entendait par solidarité, c'est ça le lien que tu pointes et qu'on essaie de faire et qu'on essaie tous de faire. C'est la solidarité avec les plus faibles, évidemment, avec les plus exclus de la société. C'est aussi la solidarité avec les discriminés, ES. Les discriminés, tu en as parlé, les femmes qui sont effectivement pas minoritaires, mais qui sont mis ou ont été mis et sont mis en minorité, mais aussi les migrants, etc., les personnes handicapées, etc. Mais c'est aussi la solidarité avec la planète, avec la nature, et la solidarité avec les générations futures. Parce que toute la question de l'écologie, c'est aussi quelle planète on va laisser et quel modèle de société on va laisser aux générations futures. Mais j'ai peut-être, parce que j'ai promis, et c'est pas du tout le cas, j'ai promis qu'on allait avoir des échanges avec la salle. Je ne sais pas combien de temps on a encore, mais peut-être que s'il y a des réactions, j'avais encore plein de questions, mais en particulier effectivement sur les migrants, sur la loi anti-squat aussi qui vient de sortir, et Mediapart a travaillé un petit peu là-dessus. Voilà, mais peut-être que s'il y a des questions, des réactions. Est-ce que... Je ne vois pas les mains. Une main là-bas. Je crois qu'il y a un micro qui peut se balader. Il arrive, je crois. N'hésitez pas, s'il y a des questions, des coups de gueule, des réactions. C'est le micro qui a un problème. Et de la censure. Censure préalable. Censure préalable. Ah bah, la censure préalable. Ah oui, ça aussi, c'est... Il faut peut-être, pour que tout le monde entende, qu'il y ait le micro. Voilà, c'est mieux. Ouais, merci. Je voudrais juste vous poser une question toute simple. Quand on voit la situation de la France actuelle, et vous en avez parlé un peu au début de votre intervention, est-ce qu'on ne devrait pas, vous les journalistes, parce que nous, le peuple, on n'a aucun moyen, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question d'un tribunal national pour tous nos hommes politiques qui, depuis 40 ans, nous ont tous gaiement et de façon solidaire envoyés dans le mur? Et ma question est sérieuse, parce que quand on regarde, et je pense particulièrement à nos politiciens de gauche, qui ont prospéré sur la trahison et qui encore aujourd'hui ne reconnaissent rien de leurs méfaits. Merci. Comment dire ? Il y a des batailles pour juger des actes, des faits. D'ailleurs, nous en menons, comme vous le savez, il y a un grand feuilleton, il y a quelques feuilletons de Mediapart qui se traduisent souvent par des affaires judiciaires, puisque d'initiative, on oblige à regarder et à juger les actes que commettent des gens qui ont des responsabilités. C'est ce qui s'est passé dans différentes affaires, même si souvent, selon que tu es riche ou misérable, c'est pas la même justice.
et le feuilleton, qui d'ailleurs connaît un épisode actuel concernant le clan du président Sarkozy, de l'ancien président Sarkozy, en est l'illustration. Je vais sans doute vous décevoir s'agissant de comment on tire le bilan de tout ça et comment on essaye de tirer l'échelle, ce qui est votre question au fond, hein, comment on tourne cette page. Pour moi, ce n'est pas une question de justice judiciaire. J'allais dire, c'est une question de justice, alors je vais peut-être vous faire sourire, de justice transcendante, c'est-à-dire d'une justice par notre action. Que quelque part, ces gens qui n'ont pas été au rendez-vous soit de leurs responsabilités, soit de leurs promesses, et je suis d'accord sur le constat, passent aux oubliettes de l'histoire. Qu'à un moment, voilà, la sanction, le jugement, c'est qu'ils soient aux oubliettes de l'histoire. Et ça dépend de nous. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites « nous, on ne peut rien ». Moi, je crois que si on est là, ici, c'est parce que Thierry et tous les amis d'Emmaüs Mundo, moi, dans ma profession, le journalisme, hein, on s'est battu. Hein, Mediapart n'est pas une aventure qui est tombée comme ça d'en haut. Hein, on s'est battu, on a pris notre risque, et on s'est battu pour dire on peut se battre. Journaliste, tu peux faire quelque chose. Là où il y avait la résignation. C'est pour ça que je vous parlais de cette phrase de Glissant, agis en ton lieu et pense avec le monde. Je crois qu'on peut se battre. Il y a beaucoup d'initiatives dans la société. Ce qui est très décevant aujourd'hui, c'est leur traduction politique. J'en suis bien d'accord. Mais quand on faisait référence à l'appel des solidarités, c'était une façon de montrer la fédération de tout ça. Il y avait tout le monde qui était là, hein, de toutes les initiatives, et avec un bouillonnement d'idées, de propositions qui existent. Et donc, voilà, pour moi, avant de... je veux dire, je suis pour hein, que les personnes rendent compte de leurs actes, quand on peut les documenter et quand ils sont judiciairement condamnables. Je suis pour qu'il y ait des justices qui sanctionnent les États. Et d'ailleurs, entre nous, vous avez vu qu'il y a quand même eu une bataille judiciaire pour faire condamner la France sur son inaction climatique. Et hélas, l'actuel président n'en tient pas compte du tout. Il y a une bataille sur... ce que font les États dans le monde. Et de ce point de vue, c'est intéressant de voir comment les drames qui arrivent à d'autres posent cette question d'une justice pénale internationale. Comme vous le savez sans doute, certains États de la planète n'ont pas reconnu la Cour pénale internationale. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de l'État d'Israël. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait des tribunaux pénaux spéciaux sur ce qui s'est passé en Yougoslavie, sur ce qui s'est passé au Rwanda. Et c'est pour ça que certains parlent de faire quelque chose de spécifique sur ce qui se passe dans l'invasion de l'Ukraine. Alors qu'il faudrait un tribunal pénal où tout le monde puisse... Voilà. Et la puissance des États, ce sont des monstres froids, les États. Quelle que soit leur histoire, d'où ils viennent, et quels que soient les idéaux qui ont permis à ces États d'arriver, au bout du compte, ce sont toujours des monstres froids. Et moi, je suis à ma place où je suis un citoyen comme vous. Moi, je suis du côté du mouvement de la société. Je pense que tout ce qui nous anime, les idées que nous discutons, quand on y réfléchit bien, elles ne sont jamais venues d'en haut. Elles ne sont jamais venues d'un chef, d'un leader, d'un gouvernement. Elles sont venues du mouvement de la société. Si vous reprenez les droits sociaux, les droits des femmes, la décolonisation, les droits des peuples, etc., à chaque fois, c'est le mouvement de la société qui dit l'abolition de l'esclavage, rappelons-nous, le travail des enfants, c'est pas venu d'en haut, c'est le mouvement de la société. Il y a d'abord des gens qui disent « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Il y a un texte qui m'a toujours fasciné. Il s'appelle Lamennais. En 1830, il écrit « L'esclavage moderne ». C'est un prêtre. Il va avoir plein d'ennuis avec le clergé après. Mais il dit « c'est pas possible, qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» À l'époque, il n'y a pas de durée du travail, il y a le travail des enfants, ça, il dit « qu'est-ce que c'est ?» Et
qu'est-ce que vous avez sous les yeux et que vous, les bourgeois bien paisibles, vous ne remettez pas en cause? Bon, lui-même était plutôt de bonne famille, mais il dit, au sens social, hein, mais pas de bon sens de hiérarchie, mais, et c'est 18 ans avant le manifeste communiste de Marx et Engels, hein, c'est-à-dire que c'est le premier texte qui dit, mais qu'est-ce que c'est? Et aujourd'hui, par exemple, coloniser un pays, c'est une guerre coloniale que fait Poutine, hein, par rapport à un peuple qui, après, est divers. Il aura une pluralité, il aura ses oligarques, il aura ses inégalités. Actuellement, il y a des gens qui sont au front en Ukraine. J'ai fait une réunion publique lundi soir avec des syndicalistes qui font des convois en Ukraine et qui appellent à une manifestation samedi. Et en fait, il y a des gens, c'est le moment comme le Conseil national de la résistance, on est envahi, on y va, on va au front. Mais on va au front. Mais la loi martiale, ce n'est pas une raison, monsieur Zelensky, pour supprimer le code du travail. Et donc les mêmes qui sont au front se battent sur un autre front qui est les droits du travail. Et ils le font. Et tous ces gens-là, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire qu'il y a voilà. Et c'est pour ça l'histoire du Conseil national de la résistance, c'est ça. C'est qu'à un moment, c'est quel est le but de guerre? Se dit, attendez, il y a une invasion, il y a une puissance qui devient agressive, néo-fasciste, hein, il faut le dire, hein, l'idéologie est identitaire. Vous avez vu toutes les lois qui sont votées, y compris récemment contre les minorités sexuelles, contre les LGBT, mais on pourrait dire sur tous les aspects. C'est un régime vraiment dont l'évolution est terrifiante. Bon. Et le but de guerre se dit, oui, c'est qu'il soit retenu, il soit empêché. Mais pour l'empêcher, il faut avoir un imaginaire supérieur. Et le Conseil national de la résistance, comme après la création des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que pour faire tomber le nazisme, il faut un imaginaire supérieur. Il faut comprendre pourquoi ça a été possible. Si ça a été possible, c'est que notre imaginaire n'était pas assez fort. Et du coup, au CNR se retrouvent des gens, des communistes, des socialistes, des centristes, des catholiques de gauche, des chrétiens de gauche, parce qu'il y a des protestants aussi, des francs-maçons, des gens de droite, des gens anciennement d'Action française, et qui se retrouvent et qui se disent, mais voilà, et puis on se remet en cause, et on fait quelque chose. Et cette question de l'imaginaire supérieur, parce que c'est ça le tribunal, c'est qu'un tribunal les envoie aux oubliettes de l'histoire. Et là, l'enjeu de notre époque, quand je vous parlais de ce qui se diffuse actuellement, c'est qu'il y a des gens qui veulent réouvrir la trappe de l'enfer pour qu'il ne soit plus dans les oubliettes de l'histoire. Ça a donné, regardez, Pétain, c'était un type formidable, regardez, Dreyfus était peut-être coupable, regardez, enfin, et ainsi de suite, tous ces mineurs étrangers. Oui, vous connaissez cette séquence terrible, hein? Oui, ils sont tous des criminels, tous. Et c'est Christine Kelly, issue de mon pays d'enfance, la Martinique, qui dit « Éric, pas tous quand même. Si, tous. Hein » Cette façon de stigmatiser globalement une population et de dire qu'on doit la rejeter, hein, l'effacer, la supprimer, parce que c'est ça que ça veut dire dans l'imaginaire des gens qui entendent ça. Donc moi, je suis plutôt de cette idée-là, c'est-à-dire on est dans un moment forcément d'impatience et parfois un sentiment d'impuissance. Je cite souvent une réflexion de quelqu'un dans la période sombre du siècle précédent en Europe qui disait « Ces moments-là, des moments de transition, c'est un moment où il y a un vieux monde qui est en train de mourir et qui s'accroche. Il ne veut pas mourir. Il veut continuer à se gaver, il veut continuer à profiter, mais il ne voit pas plus loin que le bout de sa richesse, de sa survie humaine. Il s'occupe de rien. Donc ce monde-là, il est là, il est très puissant, mais il est condamné. C'est celui qui nous emmène dans le mur par rapport, y compris le mur du dérèglement climatique, c'est la survie de notre espèce qui est en jeu, il faut le dire clairement. C'est pas des questions, et la Terre, elle s'en portera très bien. Hein. Vous connaissez la blague chez les vieux écologistes. Hein. C'est un congrès de planètes. Puis il y a la Terre qui arrive au congrès de planètes un peu en retard. Et puis, et elle est toute blême, et tous,
Alors les autres planètes, qui sont en pleine forme, elles disent ben, qu'est-ce qui t'arrive la Terre? Oh ben je sais pas, ça me gratte de partout. Ouais, je sais pas. Vraiment, j'ai la fièvre. Je respire plus et tout. Et les autres s'esclaffent. Ils disent t'inquiète la Terre. Ça, c'est l'humanité. Ça dure quelques milliers d'années, mais ça passe. La Terre, elle nous survivra. Hein? La question, c'est nous. C'est qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ce vieux monde est en train de mourir et il le sait. C'est pour ça qu'il devient de plus en plus méchant. Entre nous, hein, là, on peut penser et avoir une pensée pour la violence qui s'est déchaînée quand il y a eu la révolte contre la vie chère des Gilets jaunes. Hein, c'est-à-dire cette violence qu'on n'avait jamais vue à ce point, des éborgnés, des mains arrachées, une violence sociale de classe contre un peuple qui disait le coût de l'essence et on veut, etc. Bon. Donc il devient violent. Et il est condamné en même temps. Et de l'autre côté, et c'est de ça dont on parle, il y a plein de jeunes pousses. Il y a le monde nouveau, il est là, il est plein de jeunes pousses. Mais il tarde à s'imposer, à se traduire politiquement. Il est là en Iran. Il est là dans la résistance totalement inédite du peuple ukrainien. Il est là dans la jeunesse sur le mouvement MeToo ou sur la désobéissance passive, sur le climat, dans des actes de provocation pour réveiller la société sur le climat, etc. Bon. Mais il tarde à s'imposer. Alors la phrase de cette personne, qui était un prisonnier du temps du fascisme italien, Antonio Gramsci, c'est la phrase qui suit qui est importante. Il dit « Dans cet entre-deux, dans ce clair-obscur, hein, dans ce moment intermédiaire, hein, le vieux monde qui meurt mais qui n'est pas encore mort, le nouveau monde qui tarde à s'imposer, dans ce clair-obscur surgissent les monstres, surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Ça va de Trump à Poutine, en passant par Zemmour et plein d'autres choses. Bon. Et ça, on est dans ce moment-là. On est dans ce moment où on doit affronter. Mais moi, je n'ai aucun doute que ce vieux monde est condamné et aucun doute que le nouveau monde finira par s'imposer. Simplement, voilà, il faut se tenir dans ce moment-là, faire ce qu'on fait là, hein, discuter, réfléchir ensemble, apprendre les uns des autres. Et c'est ça que je voulais vous dire. C'est quand vous m'avez dit un peu, vous êtes journaliste, comme si moi j'avais un pouvoir au-delà de mon métier. Moi, j'ai fait de ce métier un engagement. C'est-à-dire, je me suis battu dans le journalisme, y compris contre une partie du journalisme. Et là, je crois que voilà, on a tous à un moment rendez-vous avec, au fond, avec la responsabilité qu'implique notre liberté. Chacun à son échelle, là où nous sommes, voilà. Essayons de le faire. Dans cet entre-deux-mondes surgissent les monstres, mais surgissent aussi, comme tu le dis, les belles initiatives, les jeunes pousses, les actes de résistance. Et comme tu l'as dit, j'en suis convaincu, les grandes avancées sociales, écologiques, c'est jamais les décideurs économiques ou politiques, c'est bien les citoyens, des citoyens libres et engagés. Et toute l'histoire le montre. Il n'y a pas eu d'avancée sociale sans que ce soit les citoyens, les ouvriers ou les citoyens organisés collectivement qui arrivent à faire changer, arrivent à faire changer les choses. C'est pour ça que j'aime bien dire que nos actions, et dans l'économie sociale, et c'est pareil, dans les actions de solidarité, elles n'ont de sens que si elles sont des leviers de transformation sociale. Je crois que tout ce qu'on fait tous les jours, c'est aussi ce qui permet une transformation de société et à inspirer, parce que, il faut le dire, hein, les décideurs ont toujours un train de retard. Ils suivent la société, ils suivent les forces en présence aussi dans la société. Et tout ce qu'on fait, doit aussi, à mon sens, permettre de faire évoluer la société, faire changer les lois. Ceci dit, des actions juridiques, des actions judiciaires, il y en a. Et c'est bien la société civile aussi qui parfois attaque. Tu as donné l'exemple de l'affaire du siècle qui a attaqué l'État sur son inaction écologique. Le gouvernement en fait ce qu'il veut et puis c'est peut-être la question d'après. C'est comment on fait appliquer aussi les décisions de justice. Mais il y en a d'autres et puis d'autres dans lesquels d'ailleurs Emmaüs était impliqué. On avait un jour attaqué l'État aussi contre son inaction sur la situation de Calais. Tu as parlé de Calais tout à l'heure. Malheureusement, ça a été rejeté en tribunal administratif. Mais peut-être qu'on aurait dû aller un petit peu plus loin. Et tu as cité aussi Cédric Herrou, qui a réussi à faire abroger
ce fameux délit de solidarité, comme si la solidarité pouvait être un délit, mais c'était effectivement une réalité, puisque le délit de solidarité, c'est l'interdiction d'aider des étrangers à pouvoir rentrer sur le territoire et à vivre sur le territoire, alors que tu as parlé aussi de droits fondamentaux. La liberté de circulation, c'est l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La liberté de circulation, c'est aussi un droit fondamental de l'humain et qui est bafoué tous les jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques? Ouais, j'ai vu une main par là. Ici. Bonjour Monsieur Plenel, c'est la deuxième fois que vous venez à Strasbourg. Je pense que vous commencez à aimer le marché de Noël. Moi, j'avais envie de vous poser une question par rapport à votre relation avec Emmaüs Mundo. Donc, vous nous avez parlé un peu de la genèse de cette relation. Comment ça se met en place, une telle relation, et quel est le futur, tout simplement? Est-ce qu'on peut imaginer un Edoui Plenel, tout simplement, ambassadeur d'Emmaüs? Voilà. Ou Emmaüs, ambassadeur de Mediapart. Tiens, on va y réfléchir. En fait, c'est pas la deuxième fois que je viens à Strasbourg. Bon, je venais d'abord, j'ai découvert Strasbourg en faisant mon service militaire. Je dis ça pour les jeunes générations. Je l'ai fait à la base aérienne de Colmar, enfin à la fin, parce que j'ai commencé en étant au Niouf. Enfin, j'ai fini en faisant 60 jours d'arrêt de rigueur à la base aérienne. Voilà, parce que à l'époque, je dis ça parce que voilà, on a toujours rendez-vous avec la responsabilité de sa liberté. Je faisais partie d'une génération qui se battait pour les droits des appelés. À l'époque, il y avait des troupes françaises en Allemagne. Et évidemment, les gens qui avaient les moyens sociaux étaient planqués. Et les gens qui étaient de classe, grand nombre, de classe populaire, ils n'étaient pas planqués et ils n'avaient pas les transports gratuits. Il y avait des brimades, ils n'avaient pas le droit de s'organiser, de protester et tout ça. Et donc j'ai fait du syndicalisme clandestin, parce que ce n'était pas autorisé, à l'armée. Et je l'ai publicisé. C'est drôle pour une vie de journaliste. J'ai fait 10 jours d'arrêt simple, puis 60 jours d'arrêt de rigueur, donc de cellule, on est enfermé, pour un article. Pour une tribune qui est parue dans Le Monde, le journal où j'ai travaillé, dans Le Matin d'abord, et puis une deuxième dans Le Monde. Voilà, c'est comme ça, on ne se refait pas. Bon, et donc ma première relation avec Strasbourg, c'était quand je prenais le train pour aller ensuite à la caserne. Voilà, je dis ça pour ça. Et puis dans un livre, j'ai évoqué... Je dis ça puisque vous m'avez lancé sur Strasbourg. Il y a un livre que j'ai fait où je parle un peu des défis qui nous attendent et j'ai parlé à un moment, c'est un peu, comment dire, une jonction qui vous semblera peut-être littéraire parce qu'elle n'est pas rationnelle entre ce quartier de Strasbourg. Je ne sais pas si on est dans Petite France ici. On est juste à côté. Ouais. On est juste à côté. Donc voilà, Petite France, bon, qu'est-ce que ça dit? Voilà, la France, voilà, le monde qui devient très vaste, la France qui se replie sur elle-même. Et j'ai pensé à un héros strasbourgeois, pour moi, qui était un homme muet, le mime Marceau. Et le mime Marceau, il portait dans son silence, ce qui était peu connu, le poids du génocide, le poids des crimes européens. Il était d'une famille juive. Et pour moi, son silence était bavard. Son silence, il y a un moment où on est face aussi à des cimetières, à l'ampleur des crimes. Et bon, c'est très important, cette question pour moi de ne pas être indifférent, y compris dans le passé. Et d'ailleurs, l'origine ne protège de rien, de ce point de vue. C'est ce que vivent et de la même manière qu'aucun pays n'est propriétaire de l'universel, tout le monde est confronté à ça. Aujourd'hui, les personnes qui partagent les idéaux que nous défendons ici et qui sont de citoyenneté israélienne contemplent un pays où des fascistes juifs prennent le pouvoir. Et ils prennent le pouvoir pourquoi? Parce que la population israélienne s'est trop habituée à être indifférent à l'autre. L'autre, c'est le palestinien, c'est l'arabe. Et quand on est indifférent à l'autre, vous êtes rattrapé. Des gens humanistes. Il n'y a plus que 4 députés de gauche,
de gauche, je sais pas, enfin 4 députés qui ne sont pas de droite et d'extrême droite et totalement de droite extrême ou d'extrême droite, voire fascisant à la Knesset en Israël. Et ça, c'est le prix à payer de ne pas s'être mis en cause depuis 67 sur la conquête et l'occupation, la colonisation. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui contemplent avec erreur en Israël leur propre indifférence. Voilà, je dis ça pour dire un peu ce qui m'anime et m'émeut un peu personnellement. Je dis souvent, Mediapart, c'est un journal sans papier et sans frontières. Donc j'aime bien raisonner par rapport à ça. Comment s'est fait la relation ? C'est Thierry, c'est vraiment Thierry qui s'est emparé de Mediapart. Non, sérieux, qui s'est emparé, voilà, Mediapart, vous savez, c'était une sacrée aventure au début. Aujourd'hui, on voit comme une réussite, mais c'était un peu une bataille. Et Thierry fait partie de ces personnes qui ont compris comment il y avait un lieu qui était c'était pas seulement un journal, c'était un lieu, ça pouvait être interactif, la partie participative, etc. Et puis du coup, voilà, il y a eu des propositions. Moi, voilà, tout de suite, c'était une évidence. Après, c'est pas à moi d'en décider, mais tant que je suis président ou directeur, les deux à la fois, de Mediapart, j'ai pas d'autre vie. Mais je suis tout à fait disposé à d'autres vies, quand le temps viendra. Parce que je crois vraiment que le futur s'invente comme ça. Je pense que vraiment, c'est les sociétés qui inventent. Dans la confusion, dans l'excès, dans les débats, etc. Mais c'est les sociétés qui inventent. Et puis moi-même, y compris, je vous en parlais un peu personnellement, l'histoire de Mediapart, de ce point de vue, est pour moi très très forte. J'ai vécu 25 ans au Monde, une grande institution, avec son histoire, sa lourdeur, sa réputation, etc. J'ai bousculé cette institution et j'en ai payé le prix. Et Mediapart, on l'a créé, on était 3 journalistes. Donc c'est une longue marche qui a commencé à pas beaucoup. On est 130 aujourd'hui salariés à Mediapart. Et en fait, Mediapart, pour moi, ce qui me bouleverse le plus, c'est que le fait d'avoir conçu un atelier coopératif, pas avec une hiérarchie, avec simplement une dynamique d'engagement collectif où on n'est pas vertical, où on apprend. Et moi, ce qui me bouleverse le plus, c'est la transmission. J'ai eu 70 ans, il y a peu. L'équipe de Mediapart, ils ont entre la trentaine et la quarantaine. Ils ont l'âge de ma fille. Et ça, et sans avoir partagé la même histoire, en fait, c'est les mêmes idéaux qui font leur chemin de manière différente. Et ça, c'est lié à cette idée que le journalisme, pour moi, c'est pas une aventure solitaire. On apprend des autres. Votre premier contrôleur, c'est votre collègue qui dit « tu es sûr », etc. C'est un travail qui se fait. Et là, on a parlé écologie. Quand j'ai dit c'est une vision philosophique, je voudrais rappeler quelque chose qui est trop peu connu et qui est une pierre dans le jardin du discours officiel de notre président d'aujourd'hui. On dit souvent, vous savez, on parle de Darwin, ce grand naturaliste, qui a parlé, au fond, la sélection naturelle. Cette idée qu'il y avait des espèces plus fortes les unes que les autres, voilà. Et il a eu un disciple qui a fait un livre en 1905, qui était un grand savant, qui a fait des grandes expéditions jusqu'au fin fond de la Sibérie. Kropotkin. Et voilà. Il s'appelait Kropotkin, et nul hasard, il s'est ensuite engagé en politique, il était anarchiste. Il a fait un peu de prison à Lyon, en France. Et Kropotkin fait un livre en 1905, pas du tout d'anarchiste, de savant botaniste, qui s'appelle L'entraide. Et il dit, la loi de la nature... Vous êtes trompé sur... votre lecture de Darwin est fausse. La loi de la nature n'est pas l'espèce la plus forte qui écrase, c'est l'entraide. La nature fonctionne par l'entraide. En clair, une démonstration à l'inverse du discours sur le premier de cordée. Vous savez, premier de cordée. Non, c'est un collectif, c'est un pacte. Et vous savez, aujourd'hui, grâce aux techniques, vous savez, on peut filmer pendant des journées entières les plantes, et ensuite montrer des trucs. On s'aperçoit qu'une petite plante,
elle est là, elle est capable d'aller chercher la plante d'à côté pour grimper. En fait, et ça rejoint les débats idéologiques sur l'identité nationale, il n'y a pas d'identité à racine unique. Toute identité est de relation. Hein, et une plante, elle est faite de l'humus, elle est faite de l'air, elle est faite de la plante qu'il y a à côté. Elle bouffe tout, elle mange avec tout, elle est liée à ça. Et donc là, c'est pour ça qu'on est au cœur, dans toutes ces questions-là, on est vraiment au cœur au fond de sortir de ce qui nous a fait très fort, hein, cette puissance continentale, vraiment de domination, de construction industrielle, de construction urbaine. Bon, bien sûr que ça a fait des sociétés très puissantes, mais on voit bien leur fragilité aujourd'hui. Et au fond, il s'agit d'avoir le nouvel imaginaire. Et ce nouvel imaginaire, c'est celui de l'entraide, c'est celui de la fragilité, hein, de comprendre que nous sommes périssables, que nous sommes mortels, que nous ne sommes pas des puissances dominatrices. Et ça, quand on commence à réfléchir comme ça, moi je trouve que c'est très libérateur. Hein, on sort de nos pathologies, de ce qui nous enferme parfois, et c'est ça qu'on apprend. Et pour votre génération, c'est génial qu'il y ait des jeunes ce soir. Comment dire ? Moi, ce qui me désole, c'est vraiment... et vous les inventez, hein, mais il y a un décrochage, justement... voilà, c'est dans le collectif. Hein. Moi, j'ai un petit-fils, je peux vous le dire. Il m'a bien ému. Il est à Extinction Rébellion. Et alors, il y a peut-être des gens d'Extinction Rébellion. Je sais pas. Et alors, il est drôle, etc. Et on déjeunait ensemble, puis on passe devant un panneau lumineux, là, les panneaux lumineux Deco, là, hein, plein de lumière et tout. Et puis il sort un petit truc, il dit, ah, très gentil, enfin, pacifique. Hein. Il sort un petit truc, et il me montre comment on décroche, et on arrache les fils pour que ça ne fasse pas de lumière la nuit. Et on referme. Donc tu sais faire, là. Bah, on va faire un petit tour après dans Strasbourg. Chut, mais j'ai pas l'instrument. Non, mais je rigole. Je dis pour ça. Je dis ça par rapport à ce débat. Bien sûr que moi j'aime l'art et je suis pour respecter les œuvres des artistes. Mais que des jeunes, en faisant que ça puisse être effacé, que ce soit sur des vitrines, sur des vitres, que ça n'abîme pas l'œuvre. Mais pour dire, attendez, mais quand même, réveillez-vous, quoi. Il y a des provoques, hein, parfois. Bon, ben, une jeunesse qui fait ça, c'est aussi une jeunesse qui vit et qui nous réveille, et on apprend d'elle. Voilà. Alors, voilà. Mais en tout cas, Emmaüs, c'est les rencontres, je regrette, là, on devait rester plus longtemps pour aller voir ce qu'a construit et organisé la Emmaüs Mundo, mais je reviendrai, j'espère. Et voilà. Et c'est vraiment des histoires de solidarité concrète. On apprend les uns des autres et on a fait avec, ça me revient, on a fait une fois un marathon, un salon du livre solidaire. C'est bien que tu parles de ça. Qu'on a fait ensemble. Et c'était formidable. Et je ne sais pas ce qu'il en est resté, des images, trucs. Mais quand je dis c'est un marathon, hein, tu te rappelles ? On avait fait un salon national Emmaüs, comme on faisait tous les ans. Et dans le salon national Emmaüs, on avait fait un salon du livre militant, effectivement. Et Edoui était venu, on avait toute une journée de débat, d'échange avec des auteurs. Et voilà, Edoui était venu et avait animé tous ces débats toute la journée. Donc voilà pourquoi il parle de marathon. Alors pour le coup, quel avenir aussi, leur compagnon, hein, c'est ce que disait Edoui tout à l'heure, ambassadeur d'Emmaüs et d'Emmaüs Mundo en particulier, c'est déjà un peu le cas, effectivement. Et on a quelques idées pour la suite, mais on va en reparler, hein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a une question qui a émergé un peu chez nous, Emmaüs, c'est justement cette notion d'éducation aux médias et de lecture. On en a parlé un petit peu et peut-être que Mediapart pourrait nous aider à Emmaüs Mundo d'aider aussi les personnes qu'on accueille, les salariés en insertion et puis un peu tout le monde et sur cette question de l'éducation aux médias, de la lecture des médias, de la compréhension aussi des médias. Et puis il y a une autre idée par rapport à ce que tu dis, et c'est pour ça que je te remercie de parler de notre salon du livre militant. Vous savez tous et toutes que 2024
Strasbourg est capitale mondiale du livre. Et on a soumis Emmaüs Mundo aux élus il n'y a pas très longtemps. Et on a eu un échange là-dessus de la possibilité d'un salon du livre solidaire à cette occasion-là, dans 2024. Et puis d'une ouverture, comme on a pu faire à Schiltigheim, d'une librairie solidaire dans le centre de Strasbourg. Sur cette idée, il faut qu'on y travaille. On a jusqu'en 2024 pour y travailler. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un salon Emmaüs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un salon dans le salon, comme on avait fait au niveau national, un salon du livre solidaire, pour le coup. Et évidemment. Et ce qui est sûr, c'est que Mediapart sera partenaire. Et ben voilà, c'est ce que. Très bien, bravo. Je sais. Merci aussi d'avoir parlé de l'entraide. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai beaucoup lu. Alors du coup, je me suis retapé Darwin. J'ai lu Kropotkin. J'ai aussi, parce qu'on l'avait invité pour le marché off, Pablo Servigne, qui est un des. Qui a repris ce thème de l'entraide. Oui, qui a écrit l'entraide, l'autre loi de la jungle. Par rapport à l'effondrement aussi, on montre que la solution, certainement, ce sera la question de la solidarité et de l'entraide face aux questions climatiques et à la fin d'un modèle, et en particulier du modèle thermonucléaire et du modèle productiviste. C'est la question de l'entraide. On sait un peu faire ici, quand même, et l'économie sociale et solidaire et environnementale, c'est surtout basé sur la notion d'entraide. Et c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement en milieu naturel, d'où ce que je disais tout à l'heure sur la solidarité avec la planète. Et c'est aussi le modèle, c'est la solidarité entre les plantes et les espèces vivantes elles-mêmes, qui doivent nous inspirer. C'était un peu d'ailleurs les sujets du marché off de l'année dernière sur la coopération. Je ne sais pas du tout où on en est en termes de temps. Est-ce qu'on peut encore prendre une question? Je crois qu'on a largement débordé. Il va être 20h. Il va être 20h. Alors que c'était 19h30 normalement. Oui. On arrête. Donc on nous dit qu'il faut arrêter là. Plus de questions? D'accord. Bon, merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup, Edoui. Et puis du coup, à la prochaine fois. Merci.